J'appelle aujourd'hui à la barre Danny Rolling. On en avait parlé dans ma dernière vidéo sur Gérard Schaffer, puisque ces deux criminels partagent un point commun, ils ont eu la même femme dans leur vie. Une femme qui aime le sordide et qui aime surtout publier des livres avec les écrits de ses époux tueurs en série. D'ailleurs, Sondra London, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle, elle a quitté Schaffer pour se mettre avec Rolling. Donc vous allez pouvoir me dire lequel des deux vous préférez à la fin de la vidéo. Physiquement ou criminellement, ou les deux, comme vous préférez. Je ne connais pas vos goûts ni vos priorités. En tout cas, là encore, Danny Rolling est un serial killer très connu qui a frappé fort lors de deux grands excès destructeurs. Il va tuer toute une famille d'abord, avant de s'en prendre ensuite à des étudiants et effrayer tout un campus avant la rentrée scolaire. Ça a donné une bonne excuse à certains pour arrêter leurs études. Comme souvent, on dit que les tueurs en série ont eu des enfances compliquées. Danny ne déroge pas à la règle. James, son père, va être violent, tant physiquement que verbalement. Il est violent avec sa femme, Claudia, et avec ses deux enfants, Danny et Kevin. Tout était un motif de dispute et de représailles. Il a battu Danny quand il était encore un bambin parce qu'il voulait qu'il rampe correctement pour apprendre à marcher. La mère faisait manger les enfants avant que le père rentre du travail car il trouvait toujours quelque chose à dire sur leur manière de se tenir à table et ça l'énervait. Le pire sera sans doute la fois où James a ramené un chiot à la maison et du coup Danny va s'attacher à cet animal de compagnie, sauf que son père va finalement torturer et tuer l'animal. À force de toutes ces tensions, Claudia tombe en dépression et Danny la supplie de quitter son père et de partir loin du domicile familial. Claudia va essayer à plusieurs reprises, mais elle finit toujours par revenir auprès de son conjoint. Une fois, elle est partie avec ses fils et le sapin de Noël pour le fêter ailleurs, loin du père qui est violent. Et on ne parle pas du Père Noël, malheureusement. N'empêche, partir de chez soi avec le sapin de Noël sous le bras, on a connu plus rapide et plus pratique comme manière de s'enfuir. En plus, ça te fout des aiguilles partout dans le coffre de la voiture, c'est un bordel, faut tout nettoyer, faut passer l'aspirateur, c'est très chiant. Sauf si elle avait un sapin de Noël artificiel. Mais on n'a pas ce genre de détails. Alors qu'on est d'accord, ça aurait été très intéressant et très pertinent de le savoir. À l'époque, le travail d'enquête, il a été mal fait. On ne posait pas les bonnes questions. C'est fou ça, faut tout leur apprendre. Dans ce climat familial compliqué, Danny galère à l'école. Personne n'est là pour lui donner un coup de main pour les devoirs et donc il va redoubler. Il sera aussi giflé par son père qui lui apprend à conduire car il a du mal à embrayer. T'as qu'à investir dans une boîte automatique plutôt que de frapper ton gosse. Danny se met à boire et il fantasme sur cette violence qu'il a toujours connue. Au mois de mai 1990, il va avoir une grave altercation avec son père et Danny va s'en prendre à lui pour se venger de toute la souffrance qu'il a connue depuis qu'il est petit. Et dans l'affrontement entre les deux, le père, James, va perdre un œil et une oreille. Comme ça, il pourra faire un déguisement convaincant de Jean-Marie Le Pen ou de Vincent Van Gogh. Au choix. Sharon! Après cette grave dispute avec son père, Danny va rentrer dans une spirale destructrice. En août 90, il va tuer 5 étudiants chez eux dans leur appartement à Gainesville de manière de plus en plus violente. Le 24 du mois, il rentre chez Sonia et Christina. Les deux femmes venaient d'emménager dans l'appartement, il y a encore des cartons dans certaines pièces. Rolling tue la première dans son sommeil en l'étouffant, et la deuxième, il va lui mettre du scotch sur la bouche avant de la violer et de la poignarder. Il réalise ensuite une mise en scène sexuelle avec les cadavres avant d'aller prendre une douche et de partir. C'est un mec propre sur lui. Y a pas de Tahiti douche? Comme quoi, on peut être un psychopathe et avoir une bonne hygiène. C'est important, on tue des gens, mais on sent bon. Le lendemain, il pénètre dans l'appartement de Krista, 17 ans, qui n'est pas là. Mais plutôt que de la cambrioler et de repartir, il va attendre qu'elle rentre. Il l'étrangle par surprise, il l'attache, il la viole avant de la tuer. Il ouvre le ventre en deux et il décapite le corps pour poser la tête sur l'étagère à côté. La psychose commence à s'installer sur le campus avec ses meurtres sauvages et successifs. On en a certains qui se désinscrivent de la fac avant la rentrée et on a des personnes qui décident de dormir ensemble entre amis pour essayer de se protéger si leur appartement est frappé par le tueur. On en a même d'autres qui vont acheter des armes pour se défendre. La police fait pas mal de prélèvements ADN sur des hommes du coin pour tenter de coincer le coupable, mais sans y parvenir. Beaucoup de gens sont en alerte et signalent des potentiels suspects, mais sans que jamais ce ne soit le bon. Rolling, lui, ne perd pas de temps. Le 27 août, il est dans l'appartement de Tracy et de Manny. Pour une fois, il va s'en prendre à un jeune homme. Manny, l'adolescent à qui il va s'en prendre en premier, va se réveiller, il va y avoir une bagarre entre les deux, et malgré tout, Danny va réussir à le tuer.
Et le bruit, il a réveillé Tracy qui comprend ce qu'il se passe. Elle se barricade dans une pièce, mais Danny va être plus fort qu'elle. Il va réussir à la violer et à la poignarder comme ses autres victimes. Quelques semaines plus tard, en septembre, le tueur va être arrêté à quelques kilomètres de là, à la suite d'un vol à main armée dans un supermarché. Il avait forcé le directeur du magasin à vider le coffre-fort, mais un employé est parvenu à sonner l'alerte et il sera poursuivi par la police dès qu'il sortira du parking. On fera le rapprochement avec les meurtres grâce à son ADN bien sûr, mais aussi grâce à certains de ses outils, des couteaux et des tournevis qui ont pu servir lors des meurtres et qu'on retrouve au camping où il logeait. En plus, son logement était proche des scènes de crime et on y trouvera aussi des enregistrements audio où il parlait de ses crimes. Danny va plaider coupable pour 8 meurtres et il sera condamné à la peine de mort. Et pour son dernier repas avant son exécution, il commande du homard. On ne se refuse rien. Avant de mourir, Rolling va confesser le meurtre de la famille Grissom à Sherlockport, la ville natale de Rolling. C'est après l'arrestation du tueur qu'on tente de le relier avec ses autres crimes. Le 4 novembre 1989, il est rentré dans cette maison à Sherlockport alors que les 3 membres qui étaient présents s'apprêtaient à aller dîner. Il va tuer Tom, 55 ans, sa fille Julie de 24 ans et le petit-fils Sean qui était âgé de 8 ans. On a découvert les corps 2 jours après le passage à l'acte, quand on a vu que personne ne répondait au téléphone. Les voisins sont allés sur place pour toquer, ils ont vu que la porte n'était pas fermée et ils vont retrouver Tom qui est poignardé dans le garage. C'est probablement le premier qui a été tué par Danny. Sean, lui, a été attaqué dans le dos pendant qu'il était devant la télé. Et avec la violence du choc, la lame est ressortie par sa poitrine. Julie, elle, sera retrouvée morte et en partie dénudée sur le lit. Forcément, les attaques au couteau et les mises en scène, ça va faire écho auprès des enquêteurs avec les actes qui ont été commis sur le campus. Danny ne sera jamais jugé pour le massacre de la famille. Rolling aurait d'ailleurs déclaré qu'il avait fait une victime par année passée derrière les barreaux. Vu qu'il avait déjà été arrêté et enfermé pour des cambriolages notamment, il avait été emprisonné durant 8 ans avant de commettre ses premiers meurtres. Et on aura 8 victimes. Il n'était pas bon à l'école, mais au moins il savait compter jusqu'à 8. C'est déjà ça. En prison, il va donc se fiancer avec Sondra, qui a quitté Gérard Schaffer pour lui, et elle va publier un livre avec Danny justement pour retracer son parcours. Avant d'être mise à mort, Danny aurait chanté du gospel. C'est un peu particulier comme timing pour tenter de postuler à The Voice. Tell me baby what... T'es un sacré jazz, man. Viens dans ma team. Kevin, le frère de Danny, qui venait le voir en prison, finira par hériter d'une télévision 13 pouces qui avait appartenu à son frangin une fois qu'il a été exécuté. Bon, on crache pas dessus, même si à l'époque, c'était pas de la 4K. Moi là maintenant, si je devais hériter d'un potentiel frère criminel qui me refilait sa PlayStation 5, eh bien je peux vous dire que je suis prêt à tout lui pardonner, même si c'est un serial killer. On dit souvent qu'il y a des crimes qui sont impardonnables, mais ça c'est juste parce que les gens ne reçoivent rien en héritage. C'est des rageux. On aura aussi eu une victime collatérale de tous ces crimes, puisqu'avec la frénésie de meurtre, la police était en alerte et elle voulait au plus vite coincer un coupable ou du moins avoir un suspect. Et justement, ils ont suspecté un homme un peu bizarre avec des cicatrices sur le visage qui s'appelait Edward et qui avait été accusé d'avoir frappé sa grand-mère et qui va finir en garde à vue. C'est un peu un délit de sale gueule. Son identité va sortir dans la presse, on le présente comme l'homme que tout le monde recherche et on pense avoir une bonne piste parce que depuis qu'il a été arrêté, les meurtres se sont stoppés. Le raccourci est un peu facile parce que l'explication, elle est tout autre, c'est que Rolling était déjà en prison à cause de son braquage. Pour Edward, du coup, ça fait une sacrée anecdote à raconter en soirée. Sondra London pourrait même s'approcher de lui pour réaliser son prochain bouquin, si jamais elle cherche un nouveau mec. Bon, par contre, tu passes de 2 serial killers à un jeune homme qui a mis une claque à sa grand-mère. C'est pas aussi fort, avec tout le respect que j'ai pour les grand-mères. Honnêtement, je ne sais pas si Sondra London s'y connaît beaucoup en amour. Par contre, elle s'y connaît beaucoup en affaires, et c'est pas Schaffer qui dira le contraire, c'est élémentaire. Ça fait beaucoup de rimes en l'air. J'espère que je ne vous ai pas pompé l'air.